et bienvenue dans le journal de l'Afrique sur France 24. À la une, ce soir, à l'est de la République démocratique du Congo, le contingent ougandais des forces de l'Afrique de l'Est a pris le contrôle de Bunagana après le départ des rebelles du M23. Le M23 qui pourrait retourner à la table des négociations, un scénario en tout cas évoqué par le facilitateur pour cette crise, l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta. On en parlera avec le politologue Alphonse Mendo depuis Kinshasa. En Guinée, un étrange compte à rebours publié sur le site de l'ambassade américaine à Conakry passe mal auprès de la junte au pouvoir. Celui-ci affichait le nombre de jours avant la fin de la transition militaire. Et puis, au Togo, dans les écoles et les bibliothèques, vous verrez que les auteurs togolais sont désormais à l'honneur, une manière pour la jeunesse de se réapproprier son identité culturelle. Reportage à suivre. En République démocratique du Congo, les forces régionales d'Afrique de l'Est ont donc repris, je vous le disais, le contrôle de Bunagana, cette ville stratégique de l'Est du pays située à 60 km au nord-est de Goma, qui était tenue par les rebelles du M23 depuis plus de 9 mois. C'est le contingent ougandais qui s'y est déployé. À Kinshasa, on retrouve Aurélie Bazara-Kibangula, notre correspondante. Cela faisait plus de 9 mois que Bunagana était sous le contrôle du M23. Les troupes ougandaises y sont désormais déployées. L'annonce a été faite hier soir par le porte-parole du contingent ougandais de la force régionale est-africaine. Alors la force régionale va maintenant essayer d'obtenir le retrait du M23 d'autres zones du territoire de Rutshuru. Des troupes burundaises et kenyanes sont-elles déployées dans le territoire de Massissi. S'il s'agit d'un pas positif dans les processus de paix dans l'est du pays, ici à Kinshasa, le mandat des troupes de la force régionale et particulièrement l'arrivée des troupes ougandaises a provoqué un vif débat. 2 députés ont initié des questions orales à l'Assemblée nationale. On se rappelle, en juin 2022, l'Ouganda a été cité par les groupes d'experts des Nations Unies comme pays, ensemble avec le Rwanda, ayant servi de base arrière au M23. Et donc on ne sait pas comprendre un pays qui a servi des bases arrière au M23, un pays qu'il faut considérer à juste titre comme pays agresseur au même titre que le Rwanda, un pays qui a été condamné en 2005 pour crime, pour des activités criminelles sur le territoire congolais et sommé par la Cour internationale de justice à payer des dommages et intérêts à la RDC. On ne sait pas comprendre si un tel pays pourrait être considéré comme un partenaire de paix pour envoyer ses troupes dans East African Community, dans la force est-africaine. Et donc je m'oppose à ça, raison pour laquelle je voudrais que les membres du gouvernement en charge du secteur, le ministre de la Défense, le vice-premier ministre de la Défense, viennent nous donner d'amples explications. Autre point de crispation, la reprise du contrôle par l'armée congolaise des zones remises par le M23. Si le M23 se retire progressivement, les rebelles ont quitté ces zones avec la garantie que l'armée congolaise ne s'y déploierait pas avant tout dialogue avec Kinshasa. Mais le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a été clair lors d'un point presse tenu hier soir. Il est impossible, je cite, d'interdire aux forces armées congolaises de faire leur travail sur le territoire national. Le ministre soutient que ces zones passées sous le contrôle de la force régionale est-africaine seront progressivement remises aux forces armées congolaises. Nous sommes avec Alphonse Mendo, chercheur et professeur de sciences politiques à l'université de Kisangani. Alphonse Mendo, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Bunagana, mais pas seulement, les rebelles du M23 se sont retirés déjà de plusieurs localités à l'est de la RDC depuis le déploiement de la force régionale est-africaine. Est-ce qu'on peut parler de succès pour l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est ? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un succès, parce que le succès voudrait dire qu'on arrive à sécuriser totalement la zone et qu'on arrive à rétablir l'autorité de l'État congolais avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour reprendre la souveraineté de la région. Je pense que c'est une grosse erreur de penser que les forces de la EAC sont une solution. Au contraire, à mon avis, c'est plutôt un problème que l'on a là-bas. Ça ajoute à la complexité des forces que nous avons là-bas. Je rappelle que nous avons, outre la MONUSCO, qui est déjà constituée de plusieurs nationalités, au moins une dizaine, vous avez là à peu près, vous avez plusieurs dizaines, en tout cas plus de 120 groupes armés qui opèrent dans la région, les FRDC, vous ajoutez l'armée burundaise et tout ça, donc ça n'augmente qu'à la complexité du problème. Et ces forces
ne sont pas en train de faire, si vous voulez, ce qui était dit au début, que c'était pour faire une offensive contre les groupes rebelles, mais en fait, ils s'interposent. Ça devient une espèce de zone tampon, ce qui tend à créditer l'hypothèse en laquelle ils sont là plutôt pour faire une espèce de gel de la situation, pour imposer les dialogues avec Kinshasa. Et justement, cette force est-africaine, elle est composée de contingents venus de plusieurs pays, d'Ouganda, du Kenya, du Soudan du Sud et du Burundi. Comment elle est perçue par la population locale, elle qui se présente comme une force neutre, mais on l'a vu juste avant avec notre correspondante, la présence des forces ougandaises, elle est loin de faire l'unanimité aujourd'hui. Mais on ne peut pas parler de forces neutres. Dans une situation de conflit comme celle qu'on a là-bas, on ne peut pas parler de forces neutres. Si on avait besoin de forces neutres, on avait qu'à garder la MONUSCO qui est là. Donc on rajoute une force qui ne fait rien et qui vient juste s'interposer, ça ne résout pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a un ressentiment. Il y a eu déjà un moment, il y a quelques semaines, il y a eu déjà un certain ressentiment des populations pour demander le départ des forces de l'EAC. Et il y en a certains qui sont même ici à Kisangani. On ne comprend pas pourquoi le Kenya peut déployer ses forces à Kisangani, qui se trouve à plus d'un millier de kilomètres de la ligne de front, se trouvent les M23. Donc il y a une espèce de désenchantement. Personne ne comprend et les gens, je pense que ça va connaître le même sort que la MONUSCO. Il y aura de plus en plus de mécontentement et voire des appels à chasser les forces de la EAC. Puisque je le rappelle encore, les forces de la EAC, ce sont des forces qui sont pour la plupart des pays qui ont déstabilisé ou qui déstabilisent le Congo. Vous ne pouvez pas faire venir les forces qui ont déstabilisé, qui déstabilisent les pays pour venir stabiliser. C'est comme si vous demandiez à un violeur de prendre sa victime comme son épouse. Et donc là, que va-t-il faire? Ben non, il va simplement continuer à alimenter les traumatismes de la victime. Et c'est cela. C'est une grosse erreur. La solution pour la RDC, c'est véritablement une réforme profonde du secteur de sécurité. Il n'y a que les forces armées congolaises, il n'y a que les Congolais qui peuvent rétablir véritablement la sécurité dans cette zone-là. Tant qu'on n'aura pas compris ça, c'est toujours une erreur forte, stratégique, mais des diagnostics. Et quand les dirigeants se trompent de diagnostic, on vit ce qu'on vit là, on se trompe de thérapie, on apporte des mauvaises solutions. Vous l'évoquez, la situation elle est de plus en plus complexe sur le terrain et il y a cette question qui se pose, que pourront faire concrètement les soldats congolais dans ces zones rétrocédées par le M23? Est-ce qu'ils pourront vraiment reprendre le contrôle sur le terrain alors qu'il y a ces autres forces sur place? Je ne vois pas comment ces forces congolaises vont reprendre ces zones-là, puisque les M23 a rendu ces zones en disant, en posant comme condition et en exigeant une garantie que les FARDC ne vont pas y retourner. Et or, les FARDC sont toujours en position de faiblesse militairement parlant. Donc ça veut dire que les M23 qui est sur le plan militaire plus puissante aujourd'hui que les FARDC, si les FARDC s'y déployaient, va revenir. Et donc, si on veut véritablement résoudre ça, il faut que les FARDC montent en puissance et qu'elles puissent être en capacité de pouvoir déloger. Et n'oublions pas que les M23 avaient pris Bunagana avec l'appui de l'Ouganda et du Rwanda. Vous ne pouvez pas attendre des forces qui ont favorisé la prise de Bunagana de pouvoir vous favoriser pour reprendre cette zone-là. Et je pense que c'est une utopie de la part des autorités congolaises de penser cela. Alphonse Mendo d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour revenir donc sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis à noter ce cri d'alarme de Médecins sans frontières. L'ONG estime qu'une catastrophe humanitaire est en cours au Nord Kivu alors qu'au cours des 12 derniers mois, environ 1 million de personnes ont fui les combats liés à la résurgence du groupe armé M23. On va partir à présent en Guinée. Je vous en parlais dans les titres, la Guinée où les autorités ont mal pris une initiative de l'ambassade des États-Unis. Celle-ci a mis en ligne un compte à rebours du nombre de jours restants jusqu'à un retour des civils au pouvoir. La junte au pouvoir depuis plus de 2 ans maintenant s'est dit étonnée et a réclamé des explications. À Conakry, les précisions de notre correspondant Malik Yakité.
Cette sortie de l'ambassade américaine à Conakry a mis dans tous ses états le gouvernement guinéen. Pour Maurice Sandan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, je cite, ce compte à rebours donne l'image d'un surveillant de classe veillant sur les élèves en examen, ce qui est évidemment inacceptable pour un pays jaloux de sa souveraineté et de son indépendance comme la République de Guinée. Une déclaration diffusée samedi soir à la télévision nationale. Le 6 mars dernier, la représentation diplomatique américaine à Conakry avait mis en ligne sur son site un onglet intitulé « En marche vers la démocratie » et menant à ce compte à rebours qui indique le nombre de jours, d'heures, de minutes et même de secondes restant aux militaires pour rendre le pouvoir aux civils. Le compte qui a depuis été supprimé affichait ce lundi matin un décompte de 637 jours, soit une fin de la transition prévue pour le 31 janvier 2025. Sous la pression de la communauté internationale de la CEDEAO, les militaires guinéens se sont engagés à céder le pouvoir au bout de 2 ans. Pour rappel, les États-Unis avaient déjà condamné le coup d'État du 21 septembre 2021 et avaient même soutenu la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions économiques à la Guinée. Et enfin au Togo, moins d'auteurs français et plus d'auteurs togolais étudiés à l'école. Le monde littéraire souhaite ainsi permettre à la jeunesse de se réapproprier son identité culturelle. C'est un reportage signé Emmanuel Sodji et Raphaël Ntale. Cette bibliothèque ambulante sillonne les zones les plus reculées de la banlieue de Lomé. Depuis 4 ans, elle s'installe là où l'accès aux livres est difficile, là où les acteurs de la culture sont absents. Comme ici à Lekbasito, ce qui fait le bonheur des enfants et des adolescents. Je suis content parce que mes parents ne m'achètent pas souvent des livres parce qu'ils n'ont pas de moyens. Grâce à cette association, le temps d'un week-end ou pendant les vacances scolaires, les jeunes lisent et écoutent des récits. Objectif, leur donner goût à la lecture par des livres qui racontent leur univers africain en langue française. Aujourd'hui, la langue française dans notre zone, c'est le français. Ce n'est pas cette langue-là que nous allons faire connaître notre histoire. Pour renouer avec sa culture, il est nécessaire d'aller plus loin selon l'écrivain togolais Steve Bojona. Il fait partie de ceux qui ont dépoussiéré la littérature à l'école. Jusqu'en 2020, à côté des classiques français, on étudiait en majorité que des ouvrages africains en lien avec la décolonisation et les indépendances. Les classiques africains, les camarades Lai, Sous l'orage, Une vie de boy, Le mandat, entre autres, étaient étudiés dans les établissements. Mais aujourd'hui, avant de nous identifier à l'Afrique, nous devons nous identifier à notre propre pays. Et qu'à partir de ce moment, il était important que nous partions d'abord de la littérature togolaise. Désormais, avant la littérature panafricaine et mondiale, la priorité est donnée aux ouvrages contemporains togolais. Si nous voulons construire justement une élite qui met en priorité son pays, il est important que cela s'applique également au domaine de l'éducation. Dans cet atelier pour enfants, l'artiste panafricaniste Elon Vince éduque et enseigne via des séances de contes. Pour lui, il faut associer à l'école moderne une éducation traditionnelle qui s'est perdue au contact de la colonisation. Je pense qu'il est important de décoloniser l'éducation. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut enseigner autrement. Je suis de ceux qui pensent que même toute l'architecture de l'école doit être revue. À travers ce genre d'atelier, par exemple, nous avons découvert que les enfants sont plus à l'aise à s'exprimer dans les langues locales. L'éducation fondée sur la première langue ou la langue maternelle doit commencer dès la petite enfance, recommande l'UNESCO. Mais au Togo, il n'existe pas encore de manuel pédagogique en langue nationale comme l'Evé ou le Kébiet. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, Paris Direct continue sur France 24.